Du 10 avril 2013 au 14 décembre 2013, sur 5000 km, vous êtes parti à pied à la rencontre des Français. Quel est leur sentiment général sur leur pays et sur l'Union européenne? D'abord, j'ai trouvé la France un pays où les Français ont peur et ils n'ont plus confiance en rien ni en personne. C'est terrible. Et surtout pas en les politiques. En ce qui concerne l'Union européenne, j'ai été très impressionné parce que c'est la première fois que j'ai fait tant de campagnes dans ma vie, surtout sur ces terres du Nord, de l'Est que j'ai connues ici européennes, où l'Union européenne était très lourdement remise en cause. Parce que nos compatriotes avaient le sentiment que ce n'était pas ce qu'ils avaient imaginé. Ils avaient imaginé que sur ces terres, oui, où les hommes s'étaient saignés jusqu'au dernier sang, le bon sens revenu, on allait construire un espace social, un espace de liberté. Le plus avancé du monde, marqué du sceau de l'humanité. Ils ont le sentiment que c'est pas ça, qu'en fait c'est la base avancée de la finance internationale et mondiale, précisément sur le sol européen, et ça leur est insupportable. J'ai ressenti aussi souvent, lié à l'Europe ou pas, le sentiment de ne plus avoir de projet, de futur, de projection dans l'avenir, de ne plus savoir en qui croire. Et un problème de, comment je devrais formuler ça, pour que ce ne soit pas mal interprété, mais avec qui on partage un destin commun. Et je les ai très souvent entendus parler de République, de la France. Oui, vous n'avez pas le courage de même évoquer la France, si ce n'est pour dire France All Black ou France-Allemagne en football, vous voyez. Et même le président, quand il parle, il ne dit pas française-français comme ses prédécesseurs, il dit mes chers compatriotes, pour ne pas avoir à dire. Donc il y a là comme un sentiment, un petit peu de blessure, qui ne dit pas son nom, mais qui m'a paru assez profond. L'un de vos interlocuteurs parle d'arrangements financiers entre les syndicalistes et les chefs d'entreprise. Est-ce qu'on peut parler d'une corruption généralisée des syndicats selon vous? Non, parce que je ne crois pas que les choses soient aussi simples. Elles sont peut-être aussi préoccupantes. D'ailleurs, ce que je dis pour les syndicats, je pourrais le dire pour les partis politiques aussi. Ce qui, hélas, dans la bouche d'un député, est quand même très lourd et très grave. Mais dans l'esprit de nos compatriotes, c'est un peu ça. Alors je ne crois pas qu'au sein d'une même famille, appelons ça une famille, un syndicat, un parti, tout le monde soit logé à la même enseigne. Moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui sont animés de sentiments très profonds, pour qui le syndicalisme est la cause de leur vie, la défense des intérêts de l'usine, des ouvriers. Monsieur le député, en invoquant la finance, vous dites qu'elle a instauré des organisations tentaculaires et occultes pour encadrer le monde. À quelles organisations faites-vous allusion? Bon, je peux faire d'abord allusion aux très grosses banques. Ça avait déjà commencé avec Rockefeller aux États-Unis. Donc, c'est autour de ces banques qui ont un peu servi de pivot que s'est organisé un peu, que sont mis en place des réseaux. Alors, autour de produits, souvent, nouveaux, ou alors d'une vision surréaliste de l'humanité, selon laquelle l'argent peut tout.
l'argent achète tout. Et effectivement, on retrouve un peu dans cet esprit des constructions mondiales dites démocratiques, mais qui n'ont rien de démocrate, hélas. Et je sais de quoi je parle, je suis député et j'ai siégé parce que j'ai voulu voir comment ça se passait. Je pense d'abord à une organisation qui a disparu, dont on ne parle pratiquement plus, mais c'était l'Organisation mondiale du commerce. Mais je parle aussi du Fonds monétaire international, parce qu'on a beau me dire tout ce qu'on veut, mais il a toujours raison. Il a toujours les meilleures prévisions et les meilleurs plans. Et qu'est-ce que je découvre? C'est que à chaque fois, eh bien, les pays qui sont pris en chasse se trouvent un petit peu plus accablés, avec un sentiment, comment je dirais, délétère entre les populations elles-mêmes et entre les concitoyens qui en viennent à se suspecter les uns les autres. Et trop souvent, la communauté européenne est inspirée par ce modèle-là. Et dans l'esprit des Français, c'est très clair. Et la fameuse troïka qui est dénoncée par les Grecs ou par les Espagnols est aussi souvent dénoncée par les Français. Et notre problème à nous, les politiques, c'est qu'au lieu de le dire, d'en prendre conscience et de le répéter, nous ne cessons d'affirmer que la solution est dans ce sens. Et c'est là-dessus que nous ne sommes pas du tout suivis. Monsieur le député, lors de votre marche, une personne vous demande comment la France a pu perdre son industrie. Et cette personne indique que les gouvernants trouvent normal que en fait, les multinationales ont toujours raison sur les pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'elle vous a raconté, cette femme? Cette femme, en fait, a décrit ce qui lui semblait être son environnement, et puis celui de tous les compatriotes. Jusqu'il y a une trentaine d'années, mais ça m'a été dit des centaines de fois, on avait le sentiment d'être dans un pays qui avait une histoire, qui était unie par une nation, avec un État bien construit et qui fonctionnait dans un pas de danse d'une beauté exceptionnelle avec les provinces de France qui pouvaient affirmer leur identité, qui pouvaient affirmer leurs différences. Et ça faisait un ensemble très réussi avec cette France, son bassin parisien, son bassin aquitaine, ses montagnes partout où il faut, bordées de mers et d'océans, où on fait pousser de tout, on peut tout produire. Voilà, avait le sentiment d'avoir été bénie des dieux. Mais elle a eu le sentiment que sa voix pesait, que sa voix était prise en compte et qu'elle avait les moyens, même dans des périodes très difficiles, de s'organiser compte tenu des richesses qu'elle avait et des politiques qu'elle avait mises en œuvre pour avoir une certaine indépendance. Or, aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que cette indépendance-là, nous ne l'avons plus. Et que cette indépendance, c'est effectivement des structures supranationales qui les ont prises en main et qui nous agitent comme des fétus de paille sur une mer démontée. Et ça, c'est un élément qui les fait souffrir. Et bien des fois, on m'a dit, mais pourquoi ne vous interposez-vous pas? Pourquoi n'avez-vous jamais de débat à l'Assemblée nationale là-dessus? Et cette dette, d'où vient-elle? Vous voyez, ça, c'est une question qui ne m'avait jamais été posée. Comment se fait-il que nous soyons plus endettés qu'au lendemain de la guerre, où tout était détruit, où même l'État avait été détruit même? Vous voyez, et comment se fait-il que nous soyons aussi endettés aujourd'hui? Mais qu'avons-nous fait d'aussi exceptionnel pour en être là? Et vous voyez bien que ce que nous payons aujourd'hui, c'est des intérêts d'emprunt. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui ne vaut rien. Il ne repose sur aucun étalon, surtout pas le talon or, ni aucun étalon traditionnel. Et nous payons, et nous payons. Et plus nous payons, plus nous nous écroulons, parce qu'il n'y a plus de place pour un petit peu de pouvoir d'achat, un petit peu d'action, un petit peu d'initiative.
l'initiative. Et quand même, le génie français a besoin de s'exprimer au petit niveau comme au grand. Et je pense que c'est ce qu'elle voulait exprimer. Un autre m'a dit, vous êtes très fort parce que vous avez réussi à croiser en France, au pays des droits de l'homme, la technocratie soviétique avec le capitalisme américain. Il fallait le faire, bravo, vous l'avez fait. Monsieur le député, vous constatez la désertification du monde rural, la disparition programmée des communes, le départ des médecins des campagnes, la fermeture des hôpitaux et des écoles. Comment enrayer ce phénomène ? D'abord, il faudrait en prendre conscience, ensemble, et qu'il y ait un véritable, un véritable électrochoc sur l'ensemble du pays. Qu'on se souvienne d'un des éléments essentiels de la République, c'est égalité pour tous sur l'ensemble du territoire, égalité, liberté, fraternité. Mais il n'y a plus cette égalité-là, il n'y a plus cette liberté, et surtout pas cette fraternité, à commencer dans les banlieues, mais aussi dans les campagnes, que l'on pourrait assez facilement comparer. Donc il faudrait qu'il y ait un état d'esprit, et à partir du moment où il y a une vision commune, que nous décidions d'une action commune, qui va totalement à l'envers de ce que nous faisons. Nous, actuellement, nous imposons d'en haut, pour des raisons que j'ai indiquées, alors que c'est aussi d'en bas qu'il faut faire renaître la vie comme la sève qui monte. Il faut se servir de ce formidable territoire qui est le nôtre, sur lequel vivent des hommes qui l'aiment et qui ont des idées et qui ont envie de construire ensemble. Seulement, ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont écrasés par la bureaucratie que nous avons nous-mêmes mise en œuvre, par tous les tracas, et on finit par les décourager parce que leurs métiers ne sont plus à la mode, on ne les évoque plus que dans les émissions pour les montrer pittoresques et folkloriques et donner une petite note à la fin d'un journal télévisé. Monsieur le député, lorsque vous êtes arrivé dans une cité française, Moustapha déclare qu'il faut tout casser et que la France est un pays de petits hommes qu'il combattra jusqu'à son dernier jour. Comment peut-on continuer à croire à l'assimilation républicaine ? C'est une question, bien sûr, très, très difficile. Beaucoup de mal a été fait. Vous savez, c'est pour ça que j'ai écrit dans ma conclusion qu'il était minuit moins 10. Il y a encore certainement une possibilité. Cette possibilité, je crois, passe par une approche totalement différente de ce que nous faisons actuellement. D'abord, il faut informer beaucoup plus largement. Il faut ouvrir des débats au lieu de passer nos jours et nos nuits à des textes qui ne servent plus à rien, malheureusement, tellement ils sont diffus, bavards et inutiles. Et je crois qu'il faut, au contraire, bien expliquer où en est la France, où en est la communauté européenne, comment fonctionne le monde, d'où vient la dette, et engager un débat profond, citoyen, si possible, avec tous les moyens dont nous disposons, prolongé par les députés sur l'ensemble du territoire, avec l'appui des maires, qu'on s'apprête à faire disparaître, ce qui est une funeste erreur, parce que les maires, vous me posiez la question tout à l'heure, soutiennent encore la paix civile de notre pays. Sans eux, il y a tellement de tensions que ça aurait déjà divagué, et faire repartir d'en bas. Et puis il faut réorganiser notre État pour l'adapter à notre temps moderne. La France a besoin d'un État, la République en a une nécessité absolue, avec, si possible, des boutons qui fonctionnent, parce qu'aujourd'hui, le ministre appuie sur les boutons, mais il n'y a plus rien derrière. On a défait toute l'administration de proximité, il n'y a plus aucune chaîne de commandement de lien. Les préfets me l'ont expliqué, même très bien. Il faut lancer d'urgence un grand projet d'instruction publique, comme cela avait été fait par la Troisième République, ouvert à tous, et où on apprenne à lire, à compter, à écrire. On apprenne aussi à se servir et à se méfier des réseaux Internet, mais surtout d'Internet lui-même, parce qu'il y a plus dangereux que les réseaux, c'est Internet lui-même, parce qu'on ne répond pas à Internet, on joue sur Internet, on participe avec Internet. Donc il faut apprendre à se servir de cet outil qui est extraordinaire, mais il ne faut pas lui laisser le soin de nous imposer sa loi. Donc un grand projet, pas un projet, mais une grande réalité d'instruction publique où on soit certain qu'on va de nouveau retrouver l'intelligence de la main pour ceux qui ont la capacité de l'avoir pour recréer du beau, du sublime, refaire l'entrée des villes comme nous avons fait le cœur de nos villes,
Et puis pour ceux qui ont la capacité à se concentrer sur le long terme, leur donner envie de redevenir Gustave Eiffel ou Pierre-Marie Curie pour redonner des exemples qui redonnent un sens et à la recherche et à des solutions nouvelles pour redonner un nouveau départ à l'économie d'un grand pays. Et si nous réussissons, nous parlerons à tous nos frères européens et nous parlerons au monde entier qui regardera. Et on pourra faire une mutation pour la première fois dans notre histoire pacifique au lieu de faire tuer une nouvelle génération de jeunes. Monsieur le député, les références aux citoyennetés mondiales et à la citoyenneté européenne ne nuisent-elles pas justement à l'identité nationale ? Mais c'est-à-dire que ça ne nuirait pas si nous étions d'abord capables d'affirmer qui nous sommes et de le porter tranquillement, sans véhémence aucune, mais dans l'esprit de la République, avec le sentiment de démocratie qui nous anime. Nous sommes la France, avec son histoire, avec ses mauvais jours, mais aussi ses bons jours. Je pense que c'est trop sensible aujourd'hui. Retenons tout simplement que si déjà nous sommes citoyens français, est-ce que si nous sommes des humanistes qui vivons dans l'humanité et que ce que nous faisons dans notre pays, c'est un très grand service aussi pour l'humanité qui, en contrepartie, nous donne aussi des signes et nous rend service. Si nous avons, après fait un grand projet d'instruction pour la France, un grand projet pour le monde, sans chercher à le coloniser, ni à comment je dirais, à le séminariser, enfin je ne sais pas trop comment il faut le dire, mais tout simplement en respectant les différences les uns des autres, eh bien, nous verrons que nous ne serons plus obligés de prononcer des mots horribles comme ceux d'immigration choisie ou de renvoyer les gens hors de la mer, parce qu'ils auront envie de vivre chez eux. Il y a toujours eu des explorateurs qui ont envie d'explorer le monde et qui ont envie de se promener et qui ont envie de découvrir. Il le faut. Mais la grande majorité des citoyens d'un pays aspirent à vivre chez lui. Mais comment voulez-vous qu'on vive avec le désordre dans lequel nous sommes, avec des gens qui ne gagnent rien, 1 euro peut-être par jour, même pas. Et certains qui n'ont même pas l'espoir de gagner 1 euro dans leur vie et qui voient à la télévision ou sur Internet ceux qui en balancent des milliards à toutes les secondes. C'est ça qui ne peut pas aller.